Bon, ben, quoi de mieux pour faire un retour sur l'hiver dans mon fourgon Maurice que de le faire un matin à 6 heures, moins 15 degrés, en Norvège, mi-avril, fin avril. C'est les conditions juste parfaites pour bien voir comment ça marche et ce qu'il en est. Donc on va commencer par faire un petit peu le point de toutes les mesures que j'ai prises pour que ce fourgon puisse bien fonctionner l'hiver. Et puis on voit par moins 15, on va voir que c'est le cas. D'ici quelques semaines, je vais sortir de mon premier hiver en plein temps dans mon fourgon Maurice. En décembre-janvier, j'étais en Turquie, dont une grande partie en Anatolie centrale, où les températures ont parfois été très négatives. Puis je suis passé par les Alpes avec une grosse tempête de neige à Oron, près de Isola, et je suis désormais en Norvège. Bref, beaucoup d'endroits où la météo n'a pas été très clémente depuis 4 ou 5 mois. Commençons cette vidéo par un petit récap de toutes les mesures que j'ai mis en place lors de l'aménagement pour que Maurice soit efficace dans le froid. Et surtout dans le très grand froid d'ailleurs, parce que je rappelle que je vais revenir en Norvège et en Laponie en décembre pour y passer tout l'hiver. Et là, ça va être rude. Aménager un fourgon pour ce genre de voyage, c'est essayer d'anticiper le plus possible de choses. Je sais que certains ont déjà fait ce genre de choses dans des fourgons de série, voire même dans des aménagements assez sommaires. Mon objectif n'était clairement pas d'aller dans mes propres limites de résistance aux intempéries, mais plutôt de faire ce voyage dans un confort correct, afin d'en profiter au max sur 3 ou 4 mois. Et puis après près de 20 ans dans les Antilles, j'étais pas certain que mon corps accepte facilement les froids extrêmes pour dormir. Mon approche à propos de l'aménagement pour répondre à cet objectif a tourné autour de 3 sujets essentiels: l'isolation, le chauffage et l'autonomie électrique. Les 2 premiers ont fait l'objet de vidéos durant les semaines précédentes, je ne vais donc pas trop m'y attarder. L'isolation, entièrement l'Armaflex, a été un énorme travail pour chasser tous les ponts thermiques. Dans ce domaine, le choix le plus marquant a été d'installer une cloison isolée entre la cabine et la cellule. Et cet hiver m'a prouvé que c'était le bon choix. La température dans la cabine suit celle de l'extérieur avec quasiment aucun déphasage. Lorsque ça chute dehors, ça chute quasiment pareil dans la cabine avec le monstrueux pont thermique qu'est le pare-brise. Par contre, dans le même temps, la température baisse beaucoup moins rapidement dans la cellule avec l'isolation complète. Sans cloison, il est évident que la température à l'arrière baisserait beaucoup plus vite du fait de cette déperdition de chaleur à l'avant. C'est bien plus confortable et bien plus économe, quel que soit le chauffage utilisé. Pour le chauffage, justement, je suis parti sur un système au gasoil de 4 kW de la marque Autotherm. Sa capacité à monter la température dans la cellule de plusieurs degrés en quelques minutes est vraiment un plus. Notamment en fin de journée, quand je rentre d'une rando par exemple et qu'il fait 10 degrés à l'intérieur, ça remonte assez rapidement à 16-17 en l'espace de 5-6 minutes. Et les multiples bouches de chauffage que j'ai installées, dont 2 dans la zone de vie, une dans la douche, 2 dans la soute, une vers les batteries et l'autre vers le réservoir d'eau propre, et enfin une dans la cabine, ça permet une chaleur bien répartie tout en protégeant mes batteries et en maintenant tout mon circuit d'eau hors gel. Par contre, c'est clair, ce chauffage est bruyant et même en isolant le coffre où il est installé, c'est pas top. Mais il fallait faire des compromis et je suis maintenant habitué à ce bruit et de toute façon je ne le regrette pas. Passons maintenant au 3e point, c'est celui de l'autonomie électrique. Là aussi, ça a fait l'objet de plusieurs vidéos, mais ici, je vais vraiment aborder la question de l'hiver. Ne pas avoir froid, c'est une nécessité, mais pouvoir vivre quasiment normalement alors que le soleil ne se lève presque pas, c'est un plus majeur dans un tel voyage. Du coup, tout mon système électrique a été dimensionné pour cette utilisation. Bien entendu, le reste du temps, il est surdimensionné, et en été ou en demi-saison, je ne descends quasiment jamais sous les 90% de charge de mes batteries. Certains trouveront ça con ou inutile, je peux l'entendre, mais dans moins d'un an, ça ne le sera plus du tout. Le gros challenge dans ce domaine, c'est de trouver un équilibre entre la capacité du parc batterie et les possibilités de recharge fortement dégradées du fait de l'absence de soleil en hiver en Laponie. À partir de mi-février, le soleil va commencer à revenir un petit peu, mais très bas sur l'horizon, et c'est pour ça que j'ai prévu des panneaux solaires 750 watts inclinables. C'est vraiment un game changer, notamment dans les conditions d'ensoleillement délicates en hiver au nord. Dans ces conditions, ils me permettent de largement doubler ma production grâce à l'inclinaison, et à certaines heures, c'est quasiment 3 fois plus. Mais il n'empêche que, durant les semaines où le soleil ne sera quasiment pas du tout présent, il va bien falloir trouver une autre solution, sachant que le branchement au réseau n'en est pas une, puisque presque toutes les infrastructures pour camping-car sont fermées là-bas en hiver. La solution est bien entendu l'alternateur. Alors, j'ai la chance d'avoir un alternateur très puissant sur Maurice, il fait 240 ampères en nominal, ce qui me permet de tirer de quoi alimenter 2 boosters DC-DC de 30 ampères chacun. J'ai donc une capacité de recharge de 60 ampères en roulant. Sachant que dans ces régions en hiver, il faut souvent une bonne heure pour faire quelques kilomètres, du fait de l'enneigement et de la glace sur les routes, ça me permet de couvrir ma consommation en roulant 1 à 2 heures par jour et ainsi de garder ma capacité de batterie pour les moments où je ne roule pas, que ce soit par choix ou par obligation.
Évidemment, dans le cas où je passerai 3 jours sans rouler dans la nuit polaire, il me faudra pas mal rouler sur les 2 ou 3 jours suivants pour compenser, on ne peut pas tout avoir. Et puis, dans le pire des cas, en cas vraiment de pépin, j'ai la solution du petit groupe électrogène insonorisé de 1 kW qui pourra me permettre de m'en sortir. Mais l'idée, c'est clairement de ne pas l'utiliser du tout. Si je dois le faire une fois, je le ferai, mais si je peux m'en passer, je préfère l'avoir dans le coffre et ne pas l'utiliser. Donc voilà pour mon système électrique. En complément de tout ça, j'ai aussi 2 résistances électriques dans mon réservoir de usée sous le fourgon. J'ai des pneus cramponnés qui fonctionnent à merveille sur la neige et même si c'est un peu verglacé. J'ai du liquide de refroidissement à moins 35, pareil pour le lave-glace. Et toujours une bouteille d'additif gasoil basse température dans la soute, ainsi qu'une bombe de start pilote pour les démarrages problématiques. J'ai aussi des plaques de désenlisement, une pelle à neige, des raclettes, bref, tout ce qu'il faut pour pouvoir faire face à un maximum de problèmes, même si bien sûr, on ne peut jamais tout prévoir. Bon, alors avant de faire le petit retour complet de l'hiver dans le fourgon, on va faire un petit point. Ce matin, 6h du mat, en Norvège, mi-avril, fin avril quasiment, on est vers le 22 je crois. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe parce que ça va être le moyen d'avoir un retour en temps réel. Donc 6h du matin, 90% de charge de batterie, sachant que le chauffage a tourné toute la nuit. Donc c'est quand même super confortable, hein. Ça c'est pas très intéressant, ça non plus, et là ça le devient. Donc on voit température extérieure moins 13 degrés. Alors ça c'est la température contre la tôle, hein, puisque mon capteur de température est vraiment contre la tôle en dessous du fourgon. Et donc il y a un peu le rayonnement du chauffage intérieur, hein, évidemment, donc je pense qu'il fait un petit peu moins que ça, il doit faire moins 14, moins 15 à peu près. On voit dans la cabine moins 2,5, donc ça c'est frais, mais c'est quand même 10 degrés de mieux qu'à l'extérieur. Tout simplement parce que en fait j'ai une bouche de chauffage dans la cabine. Sans la bouche de chauffage, c'est évident, il ferait la même température qu'à l'extérieur, tout simplement. On voit que dans le coffre il fait 14 degrés et demi, donc ça c'est parfait. Mes 2 bouches de chauffage fonctionnent bien, donc ça permet à mes batteries lithium d'être toujours à bonne température et à mon réservoir d'eau d'être hors gel complètement. Et puis dans la cellule, là il fait 14,4. Alors je vais monter un petit peu parce que le matin quand je me réveille, je monte à 17 à peu près, 17-18. Et la nuit, je suis autour de 15 et demi. Là il y a un peu plus, 16. Pourtant le chauffage est au minimum, donc le chauffage est à 16 et là il tourne vraiment au minimum. Mais on voit il y a un tout petit peu plus. Donc ça c'était pour la partie chauffage, électricité. Autre partie, donc moins 14 ou moins 15 dehors. Donc là si on regarde sur la vitre, c'est du double vitrage, hein, donc forcément on met la main, c'est pas froid, hein, en fait. C'est pas chaud, hein, non plus, mais enfin c'est pas gelé pour moins 15 à l'extérieur. On voit qu'il n'y a pas du tout de givre, ni même de buée sur la vitre, hein. Ça c'est la petite buée qu'il y a là, c'est juste ma main qui est autour. On voit qu'il n'y a pas de givre non plus là au niveau des montants, rien. Alors il y en a un tout petit peu sur les parties en caoutchouc en fait. C'est les seuls endroits où on trouve un petit peu de givre, c'est sur les parties en caoutchouc, mais c'est vraiment pas grand chose quoi en tout cas. Et puis après le tour, là c'est l'Armaflex, hein, qui vient jusque là. Donc du coup c'est pas froid quoi. On voit que ça marche quand même plutôt pas mal. Passons maintenant un petit peu au bilan de ce premier hiver et de ces quelques mois. Évidemment, et c'est encore heureux, Maurice, qui a été spécialement aménagé pour la Laponie hivernale, n'a pas eu beaucoup de mal à passer un hiver normal dans des latitudes plus tempérées. Et ce ne sont pas les moins 10 à moins 15 degrés rencontrés parfois qui ont mis à mal cette évidence. Maurice est fait pour les conditions extrêmes, du coup, il a passé l'hiver sans sourciller, et moi, du coup, j'ai toujours été super confortable. Faisons maintenant le bilan de la manière dont l'aménagement de Maurice s'est comporté cet hiver et des éventuelles modifications à effectuer pour le gros trip de l'hiver prochain. L'isolation a maintenant fait ses preuves, et elle répond à mes attentes. Le choix de la cloison et des baies de petite taille à double vitrage rendent le confort thermique encore meilleur. Il y a cependant 2 petites choses que je vais faire évoluer. La première partie, c'est la mise en place d'un tapis ou d'une moquette sur le sol pour la Laponie, parce que je sens un petit peu des remontées de froid. Et ensuite, le lanterneau Maxxan qui est au-dessus du lit est le seul élément à simple vitrage. Donc du coup, on sent un tout petit peu le froid qui passe, et je vais réaliser une petite couverture isolante qui va venir se scratcher au niveau du lanterneau et ainsi bloquer toute pénétration d'air froid à cet endroit-là. Pour illustrer l'efficacité de l'isolation, j'ai eu un petit problème de chauffage en Turquie. Mon admission d'air a été obstruée à cause d'un enlisement, et j'ai passé une nuit sans chauffage par 1 degré dehors. La température intérieure n'est pourtant jamais descendue sous les 11 degrés. C'est clairement grâce à la cloison qui a limité les entrées de froid dues au pare-brise. L'isolation est vraiment efficace et je n'ai pas de modif à faire, hormis le sol et le lanterneau au-dessus du lit.
Comme je le disais plus tôt, un chauffage de 4 kW fiable est un vrai plus. Il monte vite en température et les jours les plus froids, je n'ai jamais dépassé les 4 litres de consommation. En dehors du bruit, je suis totalement satisfait de ce chauffage. La seule chose pour l'hiver prochain, c'est que je prendrai un petit chauffage électrique à brancher sur le groupe électrogène en cas de panne de mon chauffage gasoil. Ça me semble être une prudence nécessaire. Pour le circuit d'eau, je n'ai eu aucun problème de gel. Toutes les conduites suivent les gaines de chauffage et le réservoir possède sa propre sortie de chauffage. Pareil pour le réservoir d'eau usée qui n'a jamais gelé avec les deux résistances. Mais je sais que ça risque d'être plus compliqué l'hiver prochain et du coup je vais probablement isoler toutes les conduites d'eau intérieures au cas où et finir de doubler ma cuve sous le fourgon avec de l'Armaflex. J'en ai déjà installé entre la cuve et le plancher, mais je vais aussi en coller sous la cuve, entre la cuve et la route en fait. Le chauffe-eau branché sur le circuit de refroidissement a parfaitement fonctionné et j'ai eu de l'eau chaude absolument tous les jours. Ça aussi c'est très confortable. Finalement, le seul petit problème que j'ai eu avec l'eau, c'est la vanne à commande électrique de la cuve des eaux usées qui a cassé lors du -14 en Turquie. J'ai bien isolé la nouvelle et j'ai rapproché la résistance automatique au plus près. Pour le moment, dans des conditions similaires, je n'ai plus rencontré de problème, on va voir dans quelques jours. Pour l'électricité, il n'y a absolument rien à dire. Même en plein hiver en Anatolie centrale, ça a fait le job. Il faut juste adapter un peu ses trajets à la météo et rouler un peu plus quand il n'y a pas du tout de soleil et profiter des longues pauses lorsqu'il fait beau. Alors j'ai pas eu besoin de faire ce type de choix cet hiver parce que mes batteries sont jamais descendues sous les 50% de charge. Il faut dire que je fais des longs road trips, que je roule donc du coup beaucoup et que avec les 2 DC-DC Orion, finalement, quoi qu'il en soit, je charge tout le temps. Et petit truc que je n'avais pas prévu, c'est que lorsqu'il neige beaucoup et qu'il n'y a pas de vent, je laisse les panneaux relevés et du coup, la neige s'accumule pas sur les panneaux. Le matin, il suffit que je secoue un tout petit peu et hop, toute la neige qui est tombée la nuit descend, glisse sur les panneaux relevés. Ça, franchement, c'est plutôt une bonne chose. Les panneaux ne souffrent pas du poids accumulé de la neige. Le seul moment où j'ai pas pu le faire, c'était à Oran. Il est tombé quasiment 40 cm de neige en quelques heures avec une température proche de 0. Et du coup, la neige lourde a généré un poids vraiment important et on voyait que les panneaux étaient un tout petit peu incurvés. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Mon montage de panneaux est très sensible au poids de la neige qui pourrait s'y accumuler. Au niveau du petit matériel, il ne m'a jamais rien manqué, malgré des conditions de neige parfois un peu coriaces. Je vais juste bricoler une raclette et un balai sur un manche télescopique, parce que déneiger un fourgon, c'est pas vraiment la même chose qu'une voiture. Au niveau moteur, pas de souci non plus. Maurice a toujours démarré au quart de tour. Il faudra juste que je fasse une vidange en Suède avant la Laponie pour mettre de l'huile beaucoup plus fluide. Et il faut aussi que je prévoie la conception d'un cache pour la grille moteur, parce que lors des conditions très froides, sans ça, le moteur n'arrivera pas à chauffer. Et aussi, du coup, mon chauffe-eau. Je vais aussi prévoir un petit chargeur de batterie pour maintenir la batterie de démarrage pour les nuits les plus froides. Mon système électrique me le permet largement, du coup, je ne vais pas m'en priver. Je vais le laisser brancher quasiment en permanence et je l'activerai que lorsqu'il fait très froid. Dernière chose, mes nouveaux pneus cramponnés sont une satisfaction totale. Ils ont encaissé de la neige en quantité et m'ont permis de monter des côtes de bonne facture avec 20 à 30 cm de neige fraîche au sol. En plus, ils sont cloutables, ce qui me permet en cas de conditions vraiment difficiles d'avoir une marge supplémentaire. Et en Scandinavie, tous les garages peuvent clouter des pneus. L'hiver a donc été assez facile, malgré des conditions parfois un peu rudes, mais quand même très éloignées de ce que je devrais rencontrer d'ici 8 mois en Laponie. Mais au final, le test de cet hiver est vraiment concluant. Et d'ailleurs, si tu veux savoir comment j'ai préparé Maurice pour cette expédition à venir, cette vidéo devrait t'intéresser. Allez, à la semaine prochaine. Ciao!